l'astronomie, c'est d'abord une énorme motivation. Une motivation qui va faire qu'on va travailler très dur pour atteindre son objectif. Et on arrive en astronomie de directions complètement différentes, de disciplines aussi variées que les maths, la physique, la biologie, la géophysique, la géologie, et aussi tous les métiers d'ingénieur. On peut y arriver de façon complètement différente. Il y a effectivement peut-être pas beaucoup de débouchés, c'est quelque chose qu'on m'a raconté déjà à l'époque où moi j'avais commencé à travailler en astronomie, mais il y a des débouchés et l'intérêt de ces débouchés c'est que ça couvre des domaines complètement différents. Ça couvre les ingénieurs avec tout un panel de différentes disciplines qui sont mécanique des fluides, l'optique, les lasers, les missions spatiales, le hardware, ça peut même être l'informatique. Et les chercheurs, et là, dans le cadre des chercheurs, comme pour les ingénieurs, on peut aller dans le public, on peut aller dans le privé et là, on peut travailler sur des choses aussi diverses et variées que la cosmologie, la planétologie, on peut faire l'étude des galaxies, des étoiles. Donc, toute une diversité sur la façon dont on arrive en astronomie et sur la façon qu'après on peut trouver pour appliquer ces connaissances, appliquer les études qu'on a faites. Comme les géophysiciens utilisent les tremblements de la Terre pour mieux comprendre notre planète, et en particulier la structure interne de notre planète, nous, astrophysiciens, on utilise la sismologie comme outil pour sonder l'intérieur des étoiles. Donc c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas du tout rébarbatif, d'abord parce qu'aucune journée ne se ressemble. Il y a des journées par exemple où j'enseigne, d'autres journées où je vais avoir une réunion de travail avec le groupe ici à Meudon, ou d'autres journées où je vais devoir aller à l'étranger pour une réunion de travail, ou voilà, une journée qui va être uniquement devant l'écran de l'ordinateur à travailler sur les données Corot. Donc en fait, Corot, il a à son bord une caméra dont le principe est le même que nos appareils photonumériques, donc qui prend des images du ciel. Et sur ces images, donc ici à l'écran vous avez un exemple de ce que voit Corot. Donc on voit des points brillants, plus ou moins brillants, qui sont les étoiles qui sont dans le champ de vue de Corot. On va sélectionner certaines étoiles dont on sait qu'elles nous intéressent particulièrement parce que par exemple elles ressemblent au Soleil, et donc on s'attend à observer des planètes autour du Soleil, et on s'attend aussi à ce que les étoiles qui ressemblent au Soleil pulsent, vibrent. Et donc ensuite on va mesurer, on va prendre des images à chaque seconde. En fait, Corot prend une image chaque seconde de ce champ de vue, et on va mesurer exactement la quantité de lumière qu'on a qui correspond à ce point blanc. Donc on va voir que ce point blanc, il varie, la lumière, l'intensité de ce point va varier au cours du temps. Et pour la détection des exoplanètes, en fait, lorsque la planète passe juste devant le disque de l'étoile, on observe une diminution très faible, mais on l'observe quand même avec Corot, de la lumière que nous envoie l'étoile, puisqu'il y a un petit point noir qui passe devant l'étoile. Les jeunes, c'est quand même l'essentiel de l'énergie nouvelle des équipes. C'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de travail administratif, donc qui sont assez disponibles pour faire du vrai travail de recherche. Donc c'est très très important d'avoir des jeunes à plusieurs niveaux. Malheureusement, dès qu'ils ont des postes permanents, les quelques-uns qui réussissent à avoir des postes permanents, ils croulent sous les tâches administratives. C'est le cas de Caroline.
Donc en fait, les gens qui font le plus de travail vraiment de recherche, ce sont les étudiants ou les personnels temporaires. Et effectivement, dans ces personnels temporaires qu'on recrute sur contrat, nous faisons appel à à des gens venant un peu du monde entier, selon leurs compétences, selon leurs souhaits à eux aussi. Donc nous avons des équipes à ce niveau-là qui sont très internationales. En fait, le parcours n'est pas très important puisqu'à la fin, on se retrouve tous à préparer une thèse. Par contre, ça peut être important en fonction de la thématique de la thèse. Par exemple, si on est quelqu'un qui est plutôt intéressé par tout ce qui est instrumentation, donc là, cette personne-là, je lui conseillerais plutôt de faire une école d'ingénieur et ça lui permettra de se réaliser plus pleinement dans ce qu'il a envie de faire. Par contre, ce qui est actuellement aussi, on conseille plutôt à quelqu'un qui a envie de préparer une thèse en astronomie aussi de faire une école d'ingénieur, parce que comme il est difficile d'avoir un poste ensuite à la suite de sa thèse, ça lui ouvre plus de possibilités de trouver un métier dans le privé avec un diplôme d'ingénieur, parce que malheureusement en France, à l'heure actuelle, le diplôme de doctorat, donc le diplôme qu'on a à la fin de sa thèse, n'est pas encore pleinement reconnu. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous cet après-midi pour vous parler de cette mission spatiale qui est CORO. Les astrophysiciens peuvent aussi utiliser cet outil pour sonder l'intérieur des étoiles. Donc je vous propose d'écouter, peut-être pour la première fois pour vous, le son qui est produit par notre étoile, le Soleil. Alors ne soyez pas trop déçus, le Soleil fait ce qu'il peut, c'est pas forcément la mélodie la plus gracieuse ou la plus jolie qu'on ait entendue, mais c'est la musique du Soleil. On a un certain nombre d'heures d'enseignement que l'on doit en tant que maître de conférence et qui est très lourd, sachant qu'on est essentiellement évalué donc sur notre travail de recherche et moins sur notre travail d'enseignement, et que notre travail d'enseignement nous prend énormément de temps. Donc c'est pour ça qu'on revendique et qu'on demande à ce que cette charge d'enseignement soit un peu moins lourde pour qu'on puisse mieux se consacrer à la fois sur l'enseignement et aussi sur la recherche. Tu fais la fréquence observée, loi théorique, etc. Bon, tu fais ton guide. Tu peux faire ça avec des fréquences individuelles, tu peux faire ça avec des grandes séparations. Les jeunes filles ont effectivement, en général, une image assez peu... Enfin, une image de la science comme quelque chose de très difficile et qui n'est pas forcément pour elles. C'est-à-dire, quand on va dans les lycées, dans les collèges, on voit que les jeunes filles disent « Oh non, mais ça c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas, etc. » Et je pense que c'est là que ça commence. Et c'est là que ça commence un peu parce que, justement, on manque de modèles, mais de modèles, je dirais, assez grand public, assez connus. Il n'y a pas beaucoup de Marie Curie, quoi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui arrête un certain nombre de jeunes filles, mais c'est très tôt. Ensuite, celles qui choisissent de se lancer dans des études scientifiques, en général, elles sont courageuses et elles ont rapidement conscience de la difficulté. Et en fait, elles comprennent que c'est beaucoup de travail, c'est s'adapter à un milieu qui est tel qu'il est, et elles sont très très accrocheuses quand elles y sont. En fait, je pense que ce qui est important pour être un bon chercheur, c'est de multiplier les expériences, de voir les différents groupes travailler différemment. Et ça, on peut très bien le vivre en restant en France, par exemple en changeant de laboratoire ou d'équipe, ou en allant à l'étranger. Donc pour moi, le passage à l'étranger n'est pas obligatoire. D'un point de vue personnel, c'est une expérience très enrichissante de vivre dans un autre pays que le sien. Mais d'un point de vue scientifique, pour son métier, je pense que c'est très important d'avoir d'autres expériences, mais on peut très bien les vivre en France. The central motor has the contact. Okay, get around.
pretty well photo documented. Okay, get him out. Okay, you guys have that pretty well photo documented, right? Je suis ingénieur de formation et je suis responsable de proposition, c'est-à-dire que je dois bâtir une proposition complète vis-à-vis d'un client qui a émis une demande, une proposition à la fois technique, programmatique et de coût. Et donc la meilleure proposition, généralement, c'est un compromis entre la technique, le coût et le planning. Et tout l'art et l'intérêt du métier, c'est justement d'arriver à ce compromis. On essaye d'avoir un mélange entre gens d'expérience d'un côté et jeunes de l'autre, pour avoir d'une part beaucoup d'enthousiasme et de l'autre côté pas mal d'expérience sur les projets qui ont déjà eu lieu. Donc on va rétrofiter, comme on dit dans le jargon, sur les jeunes, l'expérience qu'on a eue nous sur de nombreuses propositions, d'une part, puisqu'on connaît la réaction des clients et les jeunes ne savent pas exactement comment rédiger, comment bien présenter les choses, comment amener les meilleures solutions, et d'autre part aussi rétrofiter à ce qu'on appelle un REX, c'est-à-dire un retour d'expérience, sur ce qu'on a déjà vu nous sur des satellites en vol, parce que bon, que ce soit Michel, moi ou d'autres, on a déjà fait des satellites qui volent, et donc on connaît les problèmes qui vont arriver ou qui peuvent arriver, et donc on est là aussi pour anticiper ce genre de problème dans la conception préliminaire, et là pour aider les jeunes qui eux arrivent, pour leur indiquer les choses à ne pas faire ou les dangers à éviter. Il y a toute une démarche de qualité qui est importante dans nos métiers, qui vérifie que toutes les procédures ont bien été respectées. En particulier dans ce stade d'intégration et de test, c'est excessivement important. On imagine facilement que peut être le résultat d'une erreur malencontreuse sur un satellite que ça peut coûter. Donc il y a tout un ensemble de procédures qui a été écrite à l'avance, qui a été vérifiée, qui a été revérifiée, sur lesquelles il y a toute une partie de gens qui travaillent sur ces procédures, qui vérifient que les process, les gens, tout ça sont qualifiés, ont bien les bonnes qualifications pour faire telle partie du travail, etc. Donc ça, c'est toute une partie qualité qui est aussi importante et sur lesquelles je pense qu'il y a des jeunes qui pourraient être intéressés. Ici, dans cet atelier, donc dans cette salle d'intégration et de test, le travail est réparti entre des ingénieurs d'un côté et des techniciens de l'autre, dans un rapport qui est à peu près d'un tiers de tiers, un tiers de techniciens et deux tiers d'ingénieurs. Donc avec un bac plus 2, des techniciens peuvent tout à fait travailler ici et être à l'intégration et au test satellite. Et pourquoi pas plus tard passer ingénieur. Oui. Bonjour. Bon, Michel, on attaque. On fait la réunion dans 2-3 minutes. Allez, on s'y met. Bonjour. Bon,
Donc le sujet de la réunion, c'est d'arriver à voir quelles sont les possibilités de simulation des manœuvres sur la mission probatoire par rapport à Darwin. Donc qu'est-ce qu'on peut simuler Un aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de relations dans l'équipe, mais l'équipe peut être internationale, elle peut ne pas se limiter à l'équipe Thales, puisqu'on va joindre à notre équipe d'autres industriels qui font partie de l'Europe entière, voire des États-Unis. Donc la langue de travail, c'est l'anglais. Et ce qu'on demande à un jeune qui arrive, c'est de parler anglais couramment. En particulier, quand il va décrocher le téléphone, il va falloir qu'il puisse comprendre et répondre en anglais immédiatement. Ça, c'est fondamental. On va lui demander aussi de rédiger quasiment la plupart des propositions. Bon, il ne va pas rédiger toute la proposition, mais le paragraphe ou les paragraphes qui lui seront attribués devront être rédigés en anglais, avec un anglais qui est correct. We were studying two options, deploy it very easily. Okay. Yes, the egress mechanism is much simpler. But what about the propulsion? It seems that you have a more complex. But here we have a lot, much more of space where to place thrusters. Okay. Where in this solution the thrusters are not that good. Okay. No, we don't have place. Oui, le recrutement des jeunes se passe à partir de candidatures, de CV, mais aussi beaucoup à partir des stages de fin d'études. Lorsqu'on a de bons stagiaires, ils sont directement disponibles à la fin de leur stage, parce qu'ils n'ont plus le service militaire à faire comme autrefois. Et donc souvent, on prolonge par un contrat d'embauche certains stagiaires directement à la fin de leur stage. J'ai l'exemple d'un candidat comme Lucas qu'on a recruté parce qu'il avait fait un stage à l'ESA dans une discipline qui nous intéressait, donc il avait une expérience intéressante. Et le stage est aussi un excellent support, et une partie importante du support à l'évaluation, à l'entretien technique du candidat, puisqu'on lui demande souvent de décrire ce qu'il a fait en stage, d'expliquer, ce qui permet de voir à la fois sa compréhension, sa capacité de synthèse, sa capacité d'expliquer pédagogiquement ce qu'il a pu faire. Donc le stage est aussi, je dirais, l'ambassadeur un peu du stagiaire et un bon support pour se vendre lors des entretiens d'embauche. Ah, you've got a paper? Ah, I can pick it up, yes. C'est la ratatouille? Ouais, d'accord. Bonjour monsieur. So that's a good opportunity to have lunch on the seaside. Yeah. With a view. I'm expecting Mr. Sesnick to just drop by and hi guys. Dans mon service qui s'occupe de la conception amont, de l'imagination et de la conception des nouveaux satellites, on a besoin d'encadrer pas mal les jeunes, d'être assez proche d'eux. Et on leur laisse peu à peu d'autonomie. Ce qu'on attend, c'est que les gens développent une bonne autonomie dans la gestion des affaires, mais on les accompagne au début. En particulier, ce qui est difficile pour un jeune qui arrive dans une entreprise, c'est de planifier sur le long terme ses activités et de se donner des échéances qui soient réalistes. Donc on les supporte sur l'organisation de leur temps de travail. C'est-à-dire, tu as une réunion client, par exemple, dans un mois. Est-ce que tu as bien identifié les tâches qu'il y a à faire? Est-ce que tu as prévu les ressources, demander les supports avec les gens avec qui tu vas travailler? Donc on les aide à s'organiser. On les aide aussi à suivre ce qu'ils font techniquement. Ce qui est important, effectivement, dans les premières expériences, c'est apprendre à présenter les choses, au-delà de la technique, savoir rédiger une note technique vers le client, une documentation. Ça, c'est quelque chose qui demande souvent pas mal de support et de coaching dans les premières phases. C'est important parce qu'au niveau de la précision, etc., et l'impact sur la précision de la mesure, et voir l'impact que ça a sur la perfo. La façon dont ce que tu vas voir, c'est le bruit de la tuile. Là, on partirait sur des cols gaz. Oui, normalement, c'est du col gaz. Ce qu'on voit, c'est des réunions qui sont quotidiennes, qui sont hebdomadaires ou au cas par cas, mais qui dépendent des problèmes à traiter. Donc ça, c'est assez fréquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans une équipe comme ça, on a des contraintes de confidentialité qu'il faut respecter. À 150 mètres max. Une autre spécificité du métier, c'est que les projets sont très longs. Donc pour prendre un exemple, entre les premières discussions qu'on va avoir avec un client, un astronome par exemple, où on va redéfinir les spécifications, lui expliquer les différentes implications de ses besoins, et le moment où on va voir le satellite ici, il peut se passer 10 ans. Donc c'est quelque part un peu frustrant pour les jeunes si ils s'attendent à voir quelque chose qui va sortir dans les 6 mois. C'est quelque chose à savoir. Mais quand on voit sortir le satellite, on a quand même une satisfaction énorme. Et ça vaut vraiment le coup d'attendre.
que tu as eu le temps de regarder la réponse d'Agnès là, sur le cas de réservoir isolé H2 sous pression? Ouais, ça j'ai regardé sa réponse. Si tu veux, on peut en parler. Je veux bien que tu viennes voir parce que les hypothèses de foisonnement qu'ils ont utilisées, elles sont ultra dimensionnantes. On a l'impression que quelle que soit la pression à laquelle tu vas pressuriser le réservoir, donc soit tu as un déclenchement S, tu pressurises à 2 bars, soit tu fais de la pressu-vol, tu es à 3 bars, on a l'impression qu'ils ont estimé que quand tu allais remettre en dégazage, tu as le même niveau, le même risque de remonter de niveau, quelle que soit la pression de dégazage. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 minutes 30, je suis ce qu'on appelle un chef de spécialité fluide ESC. Donc à ce titre, je suis un ingénieur d'opération qui conduit des opérations au profit des campagnes de lancement, armé d'une petite équipe de techniciens avec lesquels je vais travailler pour faire toutes les opérations de préparation, de contrôle de l'étage supérieur cryotechnique afin de vérifier son aptitude au vol. Donc c'est un métier qui demande des compétences techniques bien sûr, comme je le disais précédemment, un peu d'hydraulique, mécanique des fluides, mais c'est pas l'aspect le plus important du travail. Enfin, ça rejoint ce que je disais par rapport pareil à la formation. Le bagage technique, on l'a ou on l'acquiert très rapidement si on l'a pas. Après, ce qui fait votre force de travail, c'est votre disponibilité, votre écoute, le fait de savoir manager une équipe sur laquelle vous n'avez pas forcément de lien hiérarchique direct, mais qui est votre équipe pour faire l'opération. Il va falloir que l'opération, vous la conduisiez de A à Z, avec des gens d'horizons, d'âge, de catégories professionnelles différentes. Et c'est à vous d'orchestrer tout cela pour que cela se passe au mieux et de savoir réagir aussi en cas d'anomalie, prendre les bonnes décisions. Donc là, pour comparaison, par rapport au niveau qu'ils ont estimé de foisonnement quand le réservoir il est isolé sous pression, j'ai tracé le tir avorté. Donc là, tu vois, on a la pressu-vol, on voit la pressu-vol dans le réservoir. Là, on plaque le niveau, et donc là, on est isolé. Avant la vidange secours, ça, j'ai tracé l'ouverture de la vanne d'Ali. Donc celle-là, j'étais prête à la signer, donc si tu peux juste regarder, et on verra ce qu'on met. Et par rapport à justement au remplissage, puisque tu en parles, est-ce que tu as un peu compris la modif qu'on va faire en chrono là pour l'automatisme, pour les compléments plein oxygène. Je voulais te montrer donc exactement en quoi ça consiste et les capteurs qui seront à côté. Donc ça c'est pareil, il faut bien qu'on le gère pour la procédure de la prochaine campagne. C'est un milieu qui reste essentiellement masculin, mais je pense par tradition, parce qu'au niveau de ma génération, les choses sont en train de changer. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on travaille plus avec des garçons, mais c'est la pyramide des âges qui veut ça. Je pense que la tendance, d'ici 15 ans, va commencer à devenir très paritaire. Il n'y a pas de différence entre être un garçon ou une fille par rapport aux qualités qu'on vous demande. Je dirais même, être une fille, dans des cas particulièrement extrêmes, ça peut être un préjudice parce qu'il reste, heureusement c'est marginal, des gens qui sont misogynes, mais à l'inverse, être une fille, ça peut aussi vous servir quand vous allez devoir annoncer que l'opération elle va se passer à 19h et pas à 16h, et donc au risque de finir à 22h. Si vous le faites passer avec un sourire, c'est d'autant plus apprécié. Charles, tu me confirmes, vous n'avez pas terminé sur la ligne du 100 bar secours en page 8 ? Voilà, donc la partie sur laquelle je travaille, l'étage supérieur cryotechnique, au niveau du lanceur, se situe au-dessus de l'étage principal cryotechnique. À savoir, c'est cette petite partie ici. On ne voit pas le moteur qui est caché par la jupe de l'interétage. Et au moment de la séparation entre le premier étage et le deuxième étage,
justement, cette partie va se séparer et on va avoir le moteur HM7 qui va propulser la charge utile, donc les satellites qui sont dans la phase atmosphérique, protégés par la coiffe, mais qui est larguée hors phase atmosphérique. Quand on commence à réussir, on a envie de continuer. Et après, je pense que c'est pas le travail qui est le plus difficile, c'est de ne pas perdre sa motivation en dépit des obstacles qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est beaucoup plus dur que le travail personnel, scientifique qu'on peut faire à l'école. Je pense qu'on va être amené à utiliser de plus en plus l'anglais. On peut aussi l'utiliser, je dirais, en backup. Donc là, pour la partie du travail qui ne concerne pas la mise en œuvre, on a toute une partie, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, d'analyse post-lancement ou de préparation du lancement. Et là, on est amené à travailler directement avec les industriels pour préparer au mieux la campagne ou pour exploiter les différents phénomènes techniques, physiques qu'on aurait pu identifier suite à un lancement. Et là, c'est pareil, comme on travaille avec l'Europe spatiale, notamment avec l'Allemagne, là, on est plus amené à parler potentiellement anglais. Peut-être que j'aurais pu trouver. Charles pour Amandine. Amandine, c'est quoi C'est bon. Concrètement, qu'est-ce que c'est un étage cryotechnique? Ce sont 2 gros bidons d'ergols cryogéniques, de carburant, donc de l'oxygène, de l'hydrogène liquide, qui sont stockés à très basse température, moins 90 degrés Celsius, moins 250 degrés Celsius. Ces carburants vont être pressurisés via la turbopompe du moteur, acheminés vers le moteur, brûlés, et l'éjection des gaz brûlés par réaction va propulser l'étage. Julien, il faut que tu vérifies le montage de la plaque. Donc le couple 8,5 déjà attaché sur le câble. Et ben on a encore 50 Moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'évoluer dans le monde Ariane, parce que je n'ai pas fini de découvrir tout ce qu'il est possible de découvrir et je veux en tirer le maximum de bénéfices personnels. Donc c'est vrai que dans un très court terme, ce qui m'intéresserait, c'est de découvrir Ariane dans son plus grand ensemble. Comme je vous disais, je travaillais sur la partie étage cryotechnique supérieur, donc je vais être amenée déjà à développer mes compétences au profit du gros étage inférieur, qui est l'étage principal cryotechnique. Donc à ce titre-là, personnellement, je sais que je serais intéressée par évoluer peut-être plus du côté, mais dans un plus moyen terme, charge utile, faire un petit peu de mécanique spatiale, comprendre tout ce système-là. Et dans un plus grand avenir, pourquoi pas à la direction commerciale, qui est quand même le cœur de métier d'Ariane Espace. Ok, d'accord. Ok, Amandine, 652 est ouverte. Hein. Ok, on va désisoler parce que Christophe attaque le process-sphère. Hein. Si j'avais un conseil à donner à un jeune qui voudrait démarrer une carrière scientifique dans le milieu particulièrement du spatial, c'est de rester motivé. Je suis exemple que quand on est déterminé, on accomplit ses rêves et c'est profitable, je dirais, au quotidien. On ne fait pas ça parce que c'est facile, on fait ça parce que c'est difficile, mais en même temps, c'est aussi pour ça qu'on aime ça, parce que tous les jours, ça change et qu'on doit relever des défis avec des équipes et bah, c'est palpitant. Allumage de 15. Allumage des étages accélération à poudre à décollage.
Le projet Rosetta, c'est un satellite qui a été lancé en 2004, qui est donc depuis plus de 4 ans maintenant en vol. Le but principal de la mission, c'est d'aller étudier une comète. Donc l'arrivée prévue à la comète, c'est en 2014, donc un voyage de 10 ans, c'est assez long. Il y a des objectifs secondaires, qui est donc le survol de 2 astéroïdes. On vient de survoler le premier astéroïde en septembre de cette année, et le prochain, ce sera en 2010, en juillet 2010. Donc une mission très longue où le satellite, les instruments doivent survivre 10 ans dans l'espace avant de pouvoir commencer leur vraie mission scientifique. Eclipse Sunlight, on va passer en Sunlight. Allez, tout est bon. Donc, le satellite est prêt, on est prêt à faire des essais. Je pense que d'un point de vue flux, ça va aller. C'est grâce à ce stage que j'ai effectué ici en 1998 que j'ai pu découvrir ce travail. Et c'est vrai que c'est un travail qui me plaît, qui me passionne, qui est différent tous les jours. Il y a surtout sur la mission Rosetta qui est bien spécifique, qui est jamais en routine. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose à préparer pour les années à venir avec des tests qui ont lieu au quotidien. Donc ouais, c'est jamais la routine, c'est ce qui me plaît dans ce travail. Sorry. You're talking about the EVTF photo push. Yeah, in the morning. And then in the afternoon, Jeff is calling me, so if you can come as well for the lost the screen. It's in your office then? Yeah. You can put your file there, everybody can go there. There was this meeting last week, this presentation from Roberto last week. Did anybody attend? Yes. Ideas, critics, comments, whatever. It doesn't imply anything for us? Do they want data from Rosetta? La langue principale de l'agence, c'est l'anglais, donc tout le travail, toute la documentation est en anglais. Bon, bien sûr, ayant des Espagnols, des Italiens et des Français, même des Anglais dans l'équipe, on a tendance à mélanger les langues. Bon, vivant en Allemagne, il arrive assez souvent aussi qu'il y a un peu d'allemand qui sort, donc c'est vraiment ici un milieu très international où au cours d'un repas à midi, on peut passer du français à l'anglais, à l'allemand, sans vraiment s'en rendre compte. Mais c'est vrai que la première fois où je suis arrivé en Allemagne, à Darmstadt, en 98, je connaissais personne. Les premières heures, les premiers jours ne sont pas forcément évidents, mais après, on se retrouve avec des personnes qui sont souvent dans le même cas de figure que soi, donc les relations se font assez rapidement. Il y a toujours des jeunes ou des moins jeunes qui sont prêts à intégrer les nouveaux, et après il y a plein d'activités qui se font en dehors du travail, dans le contexte de l'ESOC, mais aussi il y a plein de clubs allemands autour. En fait, après une dure journée de travail, ça me fait énormément de bien de me défouler un bon coup, transpirer un bon goût, un peu tout oublier, quoi. Et après, on est bien relax, bien détendu et prêt à repartir pour une nouvelle journée. Et ici, là, je vais au squash, c'est un peu pour moi un moyen de m'intégrer en Allemagne. Donc rien à voir avec le boulot. Et, bien sympa. Donc là, normalement, on aura l'ATM prévue à 6h31 dans un quart d'heure. Mais on est amené souvent à travailler la nuit avec Rosetta, parce que les contacts se passent souvent de nuit. Donc il faut s'habituer à se lever très tôt le matin ou à se coucher très tard. C'est quelque chose que j'appréhendais un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si difficile que ça de commencer sa journée à 10h du soir et de finir à 5-6h du matin. C'est parti.
Donc le mode de l'AOCS est nominal. Il n'y a pas eu d'événement critique pendant les 5 jours, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors si je suis d'astreinte et que il y a un gros problème qui se passe avec Rosetta, c'est évident que Andrea sera un des premiers à être informé, parce qu'il se peut qu'il y ait des décisions à prendre que je puisse pas prendre tout seul. With a go no go, basically. External points, so I'm not sure it's really a matter of flux or. Okay, it's more shadow. Okay, so I can proceed then. Yeah, for me it's fine. It's absolutely no problem. C'est plutôt agréable, une petite vingtaine de degrés à bord. Voilà, donc le bébé est en forme? Le bébé est en forme, ouais. Ouais, c'est un bon bébé. Yeah, at the European Space Agency, we have a whole range of ages. We believe that this is very important, in fact, because we have the older, more experienced staff members who, of course, also bring a wealth of information and knowledge to the projects. But we also have the younger ones who come with fresh ideas, and this is something that is also very important. In fact, the projects that we run live from both the experience and also the fresh ideas, and so this is why we always try to keep a good balance of the ages within our organization. Now it's executed and suddenly it jumps to 0. And so So, yes, I think that it's very important to do a stage when you're still going to university. It's the opportunity to get a first impression of what life is like in companies or in organizations. It's also the first opportunity in many cases to actually take the knowledge that you have acquired in the university and to apply that into a real life work setting. And so from that point of view, it's important. But it's also important from the point of view of starting to get a feeling for how to interact with people in the professional environment and possibly already to make first contacts, which may then, after you've completed your studies, lead to your recruitment by exactly that company. So if we get an application from somebody who has completed the studies and we see that the person has done stages, and if we get another application from somebody who has not, if everything else is equal, then we will be more interested in the person who has done a stage. Le lien entre mon métier et l'astronomie peut ne pas sembler évident, au moins à un premier regard. Si on regarde plus en profondeur, quand même, on s'aperçoit que pour, par exemple, tout ce qui est des hypertélescopes ou encore des missions type Darwin, qui est une mission proposée à l'ESA pour l'observation des exoplanètes telluriques, notamment, on a besoin de différents satellites, non plus un seul satellite qui observe l'univers, mais plusieurs satellites qui l'observent en même temps, et dont on doit connaître la position avec une précision diabolique. Donc pour obtenir ça, il faut quand même qu'on utilise des systèmes qui nous rendent cette acquisition de la position des satellites. Et logiquement, ce qu'on va utiliser, c'est le laser. Le laser, c'est une bague, donc on peut l'utiliser comme une espèce de règle qui nous permet de mesurer cette distance avec une précision qui est très très petite parce que justement la fréquence, c'est-à-dire l'aller-retour de cette bague, est très rapide. Il n'est pas là, non. Alors là, tu es sur combien? C'est 0,3 nano par division. Oui, mais de toute manière, lui, il a une résolution de combien? De 0,1, c'est ça? Bon, ici, on est à une salle blanche, ce qui
qui veut dire que c'est un endroit où on a une climatisation qui m'amène à parler si fort que vous l'entendez. Disons que c'est un endroit où on veut garder la propreté maximale justement pour ne pas avoir de pollution sur nos optiques. Donc cette salle blanche en particulier, elle est dédiée à des manips de coin de table, telles que celle que vous allez voir ici, qui nous permet par exemple de caractériser ma source laser pour voir quelle est son longueur d'onde, quelle est sa largeur de raie, ou encore d'autres paramètres de cette source laser, avant de l'envoyer par exemple pour des expériences suivantes sur les sensors longitudinaux, qui nous permettront de mesurer les distances entre deux satellites à terme. Ou alors on a aussi des maquettes, donc des démonstrateurs, de concepts d'instruments qui est étudié ici à ce lieu, et qui après nous permet justement, pas moi directement mais à des collègues, de pouvoir comment ce concept se décline dans la réalité. Parce que bon, la modélisation elle est très bien, ça nous permet de nous donner des idées, mais en même temps si on ne fait pas des vérifications expérimentales, on en est très mal parce que malheureusement la théorie c'est une chose et la réalité une autre. Cette méthode de faire des filtres à millimètres, mais c'était un grand succès. Lié donc à ce banc. On utilise ça de façon très importante. Donc ils ont une méthode de refroidissement d'atomes par laser. Donc, voilà, traduction point. Descendre au nanokelvin. C'est la dizaine de nanokelvin. Dizaine de nanokelvin, voilà. Et leur méthode est très performante parce qu'ils descendent en 500 millisecondes. Sur les différents centres, il y a beaucoup de femmes. Et ça c'est intéressant parce que j'ai toujours trouvé qu'on dit toujours les filles c'est pas bon en maths, les filles de toute manière les sciences ça peut pas le faire. Moi je pense que c'est faux, c'est toujours un peu culturel. On nous dit qu'on va être mauvais en maths, souvent on y croit. Quand on n'y croit pas, bon on est bonne. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire de toute manière je suis une fille, pourquoi je sais pas, pourquoi pas faire des lettres. Oui, si ça plaît. Mais pourquoi pas faire des maths ou de l'astro? Historiquement, je pense que c'était plutôt un milieu d'hommes, et sans que ce soit vraiment une décision, je pense, en tout cas, je pense qu'ils se féminisent beaucoup en ce moment. Je le remarque au CNES, on a beaucoup de recrutements qui se font sur des jeunes filles. Alors pour plusieurs raisons, je pense, parce que paradoxalement, à la fin des études scientifiques, on a quand même une grande majorité d'hommes par rapport au nombre de femmes qui sont disponibles donc, sur le marché du travail. Et quand on regarde au niveau des embauches au Centre national d'études spatiales, on se retrouve avec quasiment une parité homme-femme, donc avec finalement une meilleure réussite des femmes à l'embauche. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de bien se l'expliquer. Une des explications que j'ai pour avoir procédé à pas mal d'embauches récemment, c'est que les jeunes femmes à âge égal sont souvent plus mûres que les jeunes hommes à âge égal, c'est-à-dire 22, 23, 24, 25 ans, et sont beaucoup plus déterminées dans ce qu'elles veulent faire de leur vie, etc. Et souvent donc mènent de meilleurs entretiens et donc sont préférentiellement embauchées, alors qu'il y a finalement, elles sont moins nombreuses a priori dans les candidates. On est sur place. Bon. 4. Quand je m'apprêtais à terminer mes études, on a eu des espèces de réunions de formation, de préparation à l'entrée dans le monde du travail. Et quelque part, elles étaient très décourageantes. On nous a dit d'une façon très décourageante ce qu'on nous avait toujours dit. Mes parents m'avaient dit quand je dis bon, je vais faire des études de sciences, on nous a dit bon, écoutez, il n'y a pas de boulot. C'est très simple, donc préparez-vous à faire autre chose. Par contre, l'atout qu'ils nous ont sorti, c'est de nous dire vous ferez autre chose, mais vous êtes formés pour faire pas mal d'autres choses. Faites attention. Donc ne vous enfermez pas, vous êtes astronome, très bien. Si demain on vous demande de faire un laser, est-ce que c'est grave? Ma réponse était non. Le
projet Pharao consiste à lancer une horloge de très grande précision dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale avec un certain nombre d'objectifs scientifiques. L'un d'entre eux étant de pouvoir distribuer un temps extrêmement précis à un ensemble de laboratoires du temps autour de la Terre, et puis également d'autres objectifs qui sont tout à fait à la pointe de la physique en matière de vérification de la relativité générale ou objectifs similaires. Alors les lasers, c'est la clé de la technologie révolutionnaire qui est utilisée sur cette horloge. Cette horloge utilise la technique de refroidissement d'atomes par laser. Et donc, ces atomes qui circulent dans un tube à vide avec un vide extrêmement poussé ne peuvent pas être touchés, ils ne peuvent être manipulés, mesurés que par des lasers. Donc, Linda était responsable d'un sous-système critique de cette horloge, qui est la source laser, qui, comme son nom l'indique, est la source de tous les faisceaux laser qui sont utilisés pour ces différentes opérations. Je pense que dans une carrière, ça peut arriver qu'on ait à se confronter à des métiers différents. C'est parfois utile. Après, bon, est-ce que c'est un métier que j'aime beaucoup et que je regretterais un peu de les laisser? Je pense que oui. Mais bon, il y a plein de choses dans les sciences qui sont très intéressantes. Il y a plein de positions. Je veux dire, dans un agence spatial, on peut travailler sur l'orbitographie, on peut travailler sur les segments sol, donc sur les données qui arrivent des satellites. On peut travailler sur énormément de systèmes différents. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un seul métier qui est passionnant. Ils le sont tous, de façon différente. Après, bon, on peut avoir une petite préférence pour un plutôt que l'autre, mais... Disons ça, c'est une activité connexe, mais pas directement liée à mon métier en tant qu'ingénieur du spatial. C'est plutôt parce que j'ai toujours aimé justement l'enseignement et ce qui est la communication scientifique. Cette plaque est utilisée justement pour enregistrer les interférences qui sont générées quand on fait interférer la lumière qui arrive du laser avec celle qui est réfléchie par ces objets. C'est qu'on entend souvent le lieu commun disant ah, la formation, l'enseignement, c'est plus ce que c'était, c'est de moins en moins bien, etc. Le niveau baisse. Moi, je voudrais vous dire qu'en fait, nous, on ne constate pas du tout ça. Ils sont à la fois à la pointe au point de vue technique, et ils ont souvent une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, de facilité à parler plusieurs langues, de s'adapter dans des schémas de fonctionnement qui sont différents, de savoir se positionner par rapport aux autres de façon différente, et donc une souplesse finalement dans le travail en équipe qui est souvent bien meilleure que ce qu'elle était avant. Et donc, contrairement à l'idée reçue consistant à dire « Ah bah oui, mais l'enseignement ça baisse et maintenant les jeunes sont de moins en moins bons, ils ne savent plus quoi faire, etc. » Nous, au CNES, on ne constate vraiment pas du tout ça. Et donc, c'est plutôt un message d'espoir que je voulais donner en termes de conclusion, c'est de dire, évidemment, il nous faut embaucher des jeunes, d'ailleurs on n'arrête pas, hein, bien entendu, mais en plus on s'en félicite. C'est que vraiment le retour d'expérience de toutes ces dernières années, c'est que tous les jeunes qu'on a eus, effectivement, ils sont de très bon niveau, ils irriguent effectivement de leur dynamisme et de leur ouverture d'esprit les équipes dans lesquelles ils travaillent, et c'est vraiment quelque chose dont on se félicite.